Depuis plusieurs années, les experts observent une intensification croissante de la collaboration entre les extrêmes droites d'Europe et le pouvoir russe. Un réseau de relations personnelles très étroit s'est établi dans le but d'affaiblir les nations démocratiques d'Europe occidentale. Des groupes paramilitaires et des milices civiles révèlent leur attachement à la Russie, tout comme les partis de la droite populiste et radicale, prêts à prendre le pouvoir dans toute l'Europe. Quel est le point commun entre les extrêmes droites d'Europe et la Russie? Est-ce qu'ils se sont trouvés un ennemi commun contre lequel lutter? Ou est-ce la nostalgie d'une Europe chrétienne et conservatrice, dirigée par des hommes à poigne comme Vladimir Poutine? Comme chaque année, se tient en Transylvanie, une région de la Roumanie, l'un des plus gros rassemblements de jeunes d'extrême droite d'Europe. Les membres du Jobbik, le mouvement pour une meilleure Hongrie, sont venus en nombre. On se rend ici pour défendre l'identité nationale, la culture de référence et vilipender le libéralisme et le multiculturalisme. Le sentiment anti-occidental prédomine, tout comme l'admiration pour le président russe Vladimir Poutine. Je ne veux pas généraliser en affirmant que tous les modèles de société qui viennent d'Europe occidentale sont nocifs. Mais très souvent, leurs nouvelles évolutions sont diamétralement opposées à nos valeurs et à notre vision du monde traditionnel. Il faut bien admettre qu'on s'en prend à nos valeurs fondamentales. Les provocations des énormes parades gays, ça n'existe pas au pays de Poutine. L'ordre règne, dans le bon sens du terme. Les groupes de heavy metal diffusent des valeurs d'extrême droite. Un nationalisme à la sauce jeune. Et leur idole, c'est la Russie. Changement de décor. En juillet 2016 s'ouvre le congrès des jeunes de l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne. Des invités partageant les mêmes valeurs sont venus de toute l'Europe. Les Italiens de la Ligue du Nord, les Français du Front National ou le Parti de la Libération autrichien, le FPE. Ici aussi, Poutine à la cote. Au vu de la situation en Syrie, la politique étrangère de la Russie me semble très judicieuse. Je crois que Poutine et les Russes montrent qu'ils sont en mesure d'évaluer correctement le contexte géopolitique, d'assumer leurs responsabilités et de contribuer ainsi à la lutte contre Daesh et le terrorisme international. Mais comment le Kremlin arrive-t-il à attirer des groupes aussi hétéroclites que des populistes de droite allemands, sur le point de placer des élus dans un nombre croissant de parlements régionaux, des nationalistes romantiques hongrois, et des mouvances ouvertement néofascistes? À Berlin se trouve le siège de la DGAP, l'Institut allemand de politique étrangère. Pour Stefan Meister, spécialiste de la Russie, la réponse tient en un nom, Poutine. Poutine est une image de com' qu'il faut vendre. Cette image doit dégager de la puissance. On joue sur un modèle d'homme bien viril. Et dans nos sociétés, certains se disent « on n'a pas ce genre d'homme politique, ça manque chez nous. Il n'y a plus de figure forte, de personnes qui en imposent. » Vladimir Poutine serait ainsi le point d'ancrage dans un monde qui ne tourne pas rond. Il serait le chef de la nation par excellence, ferme et conscient de ses responsabilités. Le président russe est donc une image. Mais qui s'occupe de vendre cette image? Notre équipe de tournage se voit invitée à Moscou par un oligarque russe influent. Il est à la tête d'un empire médiatique très conservateur, établi dans un centre commercial luxueux de la capitale russe. Son nom, Konstantin Malofeyev. Un immense portrait d'Alexandre III, le tsar qui a œuvré à la russification de l'Empire, orne le bureau cossu de Malofeyev. L'oligarque, monarchiste affirmé et fervent orthodoxe,
entretient de bonnes relations aussi bien avec le Kremlin qu'avec les partis d'extrême droite européens. En Allemagne, le parti AfD a ses faveurs. Qui soutenez-vous? L'AfD. Pourquoi? Parce que je suis conservateur et chrétien. L'Europe ne peut s'en sortir que par un retour aux valeurs chrétiennes et traditionnelles. Je veux que l'Allemagne reste l'Allemagne, qu'elle ne devienne pas un énième État américain où il n'y a aucune tradition, aucune identité nationale et où la famille n'existe plus. À l'école, on inculque aux enfants l'amour de la dépravation. On enseigne à des enfants de 7 ans des perversions sexuelles qu'on ne raconterait pas à un adulte. Si une personne est atteinte de cette maladie, elle doit gérer ça toute seule. On pourrait croire qu'il s'agit de paroles d'une personne qui n'est plus vraiment de son temps. Mais Malofeyev est un homme puissant. Il serait très proche du Kremlin et aurait participé au financement de la guerre en Ukraine. Pour lui, Poutine est un sauveur. Poutine est le plus grand dirigeant que la Russie ait eu depuis 100 ans. Plus grand que Staline. Je fais exprès de préciser depuis 100 ans, parce que je sais déjà ce que vous allez me dire. Beaucoup de gens sont morts sous Staline. Mais avec Poutine, les gens vivent heureux, libres et en paix. Tout ça, c'est grâce à Poutine. La Russie se relève enfin. Elle retrouve la grandeur qu'elle avait perdue dans les années 90, quand elle était presque une colonie des États-Unis gouvernée par Washington. Quelques kilomètres séparent Malofeyev de son plus proche collaborateur. Il est le principal artisan du rapprochement entre le Kremlin et l'extrême droite. Considéré comme un maître à penser de la Nouvelle Russie, il s'agit du philosophe et politologue Alexander Dugin. Polyglotte, il est toujours prêt à analyser, dans les médias nationaux ou étrangers, le grave conflit dans lequel est plongée l'Europe. C'est en tout cas la vision du Kremlin. L'AfD en Allemagne, le Front National en France, la Ligue du Nord en Italie. Dans chaque pays européen, à l'Est comme à l'Ouest, on assiste à l'émergence d'une alternative politique. C'est la seconde Europe, celle du peuple européen et de ses traditions. Une seconde Europe qui serait partenaire de la Russie. Telle est la vision de Dugin. D'ailleurs, d'après lui, la Russie exercerait déjà une influence sur l'Union européenne au travers des groupes d'extrême droite. Ce n'est pas seulement une question d'alliance tactique avec quelques partis politiques. Quand il s'agit de l'avenir de l'Europe, nous autres Russes estimons qu'à présent, on doit participer au processus de décision depuis l'intérieur. On ne peut être les simples spectateurs parce que l'Europe est aussi notre patrie. On est chrétien et nos racines se trouvent dans la civilisation gréco-romaine, dans le bassin méditerranéen. On est donc frères. Le Kremlin se sert de Dugin pour introduire certains thèmes dans le débat public. Mais ce n'est pas son seul rôle. Il contribue aussi à l'établissement de réseaux avec les extrêmes droites d'Europe, la nouvelle droite et la droite populiste. C'est une fonction essentielle. Dugin le communicant joue un rôle important au sein de l'empire médiatique de Malofeyev. Il est rédacteur en chef de sa chaîne de télévision. Une alliance entre Moscou et les extrêmes droites en Europe est en train de prendre forme. D'ailleurs, des accords de coopération existent déjà. Les bénéfices d'une coopération active semblent tangibles pour la Russie. Par exemple, le référendum de 2014 en Crimée, qui n'a pas été reconnu par la communauté internationale, mais qui a permis le rattachement de la province ukrainienne à la Russie. Lors de la campagne référendaire, tandis que fleurissent des affiches officielles qui comparent le gouvernement ukrainien à une junte nazie, des membres de partis d'extrême droite étrangers viennent jouer les observateurs électoraux pour accorder une légitimité démocratique au référendum en Crimée, alors occupé. Un politologue ukrainien a publié la liste de ces observateurs sur Internet. On y trouve des membres de partis d'extrême gauche et d'extrême droite,
certains sont issus du parti hongrois Jobbik, le mouvement pour une meilleure Hongrie. Quand on obtient le soutien de certains groupes politiques, qui de plus ont des élus dans les parlements, on gagne en légitimité. Les Russes ont annexé la Crimée. Ils ont organisé des scrutins et des référendums dans l'espace post-soviétique qui ne répondent en rien aux normes internationales, ni à celles de l'OSCE. Mais ces groupes ont légitimé leur politique. Des parlementaires élus qui s'expriment de la sorte sont forcément les bienvenus. En Hongrie, les partis pro-russes comptent déjà parmi les principales forces politiques. Le mouvement Jobbik organise une session de formation à Szolnok, une ville au centre du pays. Au programme pour les jeunes membres du parti, l'art de débattre avec ses adversaires politiques. Depuis des années, le groupe d'extrême droite ne cesse de remporter des victoires électorales. Il a recueilli plus de 20% des suffrages aux dernières élections législatives. Son électeur type est conservateur, chrétien et xénophobe. En outre, le Jobbik est un parti pro-russe. Avec le Fidesz, le parti au pouvoir, le Jobbik constitue la principale force pro-Poutine dans le pays. Kuruc.info, un site internet proche du Jobbik, met en ligne des informations partiales issues de médias russes tels que la chaîne Russia Today. À l'heure actuelle, le député européen du Jobbik, Bela Kovač, est soupçonné d'espionnage pour le compte des services secrets russes. Gabor Vona, président du Jobbik, aime à se faire prendre en photo aux côtés du communicant et conseiller politique Alexander Dugin. Sur d'autres clichés, on le voit avec l'élite politique de Moscou comme Ivan Grakhov, homme politique haut placé à la Douma. Aucun doute, les relations sont excellentes avec la Russie. Est-ce également un hasard si les membres du Jobbik n'ont constaté aucune irrégularité lors du référendum contesté en Crimée? Notre équipe cherche à interviewer le président du parti, Gabor Vona. Peine perdue. Il ne donnera aucun entretien, aucune explication sur la stratégie de son parti à légitimer la politique extérieure russe. Mais il n'y a pas qu'en Hongrie que l'on s'active. En République tchèque, de fidèles admirateurs de Moscou ont réussi un coup de propagande d'un tout autre genre. Là aussi, tout semble indiquer qu'il s'agit d'une manœuvre de l'extrême droite. Nos recherches sur Internet nous conduisent à une association qui aurait ouvert en République tchèque la première représentation officielle de la République populaire de Donetsk, un État sécessionniste autoproclamé et pro-russe de l'Ukraine orientale. La présidente de l'association et toute nouvelle consul, Nela Lišková, est la jeune femme au centre de la photo. Une ambassade à l'étranger donnerait une quasi-légitimité à l'exclave qui, pour l'heure, n'est pas reconnue par la communauté internationale. Les médias de Moscou, notamment le site d'information Sputnik, ne manquent pas de se réjouir de l'ouverture de cette représentation. L'ambassade est censée se trouver ici, à Ostrava, une ville industrielle tchèque à la frontière polonaise. Mais une fois sur place, une surprise nous attend. Aucune enseigne, aucune trace d'ambassade. Un indice important va peut-être nous aider. Un site de propagande russe évoque également l'accord de coopération de l'ambassade avec la République populaire. Un document signé par la consul Lišková et la ministre des Affaires étrangères du Donbass. On y mentionne une adresse dans une petite ville à 30 km d'Ostrava. Nous découvrons un bâtiment en ruine. La première représentation en Europe de la République de Donetsk n'est qu'une pauvre bicoque. Personne à l'horizon. Notre demande d'entretien via le site de l'association reste sans réponse. On nous fait savoir que l'ambassadrice n'a pas le temps. Une représentation diplomatique au milieu de nulle part. S'agit-il d'un canular à des fins de propagande? Miroslav Mareš n'est pas de cet avis. Selon cet économiste, spécialiste de l'extrémisme en Allemagne et en Europe de l'Est, le mystérieux bâtiment serait bien une ambassade.
C'est une stratégie de propagande pure. Le message des Russes est clair. Nous avons des alliés sûrs en République tchèque qui peuvent nous servir d'ambassadeurs. Nous disposons d'un réseau opérationnel de forces anti-système qui sont opposées à la politique pro-occidentale de la République tchèque. Un réseau que la consule entretient aussi avec les autres dirigeants de la milice populaire tchèque. À Prague, résonnent des hymnes pour une république tchèque libre. Des groupes d'extrême droite manifestent pour la sortie de l'Union européenne. À leur côté, leurs coreligionnaires venus de Slovaquie et d'Allemagne. Les membres de Národní domobrana, la milice populaire nationale, figurent aussi dans leur rang. La milice s'oppose à l'arrivée des réfugiés qu'elle estime clandestins. Le médecin militaire Marek Optel en est l'un des partisans. Il a servi dans l'armée tchèque pendant de nombreuses années et a dirigé un hôpital militaire en Afghanistan. Avant toute chose, nous ne voulons pas de la guerre. Nous voulons pouvoir élever nos enfants et nos petits-enfants en paix. Nous rejetons l'OTAN. C'est une usine à criminels qui a des millions de vies sur la conscience et qui aujourd'hui veut celle de nos fils et de nos filles pour les laisser mourir sur le front russe au nom des intérêts pervers de 13 dynasties sataniques. Une louche d'anti-américanisme et une louche d'antisémitisme, le tout saupoudré de la rhétorique de la nouvelle droite. Nous refusons une Union européenne incapable d'assurer les droits fondamentaux de ses citoyens et la souveraineté de ses États. Elle prépare le génocide des Européens au service de l'oligarchie financière criminelle américano-sioniste. On trouve d'anciens militaires qui œuvrent à une militarisation du mouvement. C'est le cas du numéro 2 de la milice populaire, František Křečka. La lutte raciale est son thème de prédilection. Nous sommes le peuple et nous sommes également l'Europe. Nous devons tous travailler main dans la main, comme l'a dit notre camarade venu d'Allemagne. Notre avenir est en jeu. On assiste au génocide de la race blanche. Nous avons un combat à mener. Nous allons défendre notre pays et notre avenir. L'Amérique, les Juifs ou l'Union européenne ne sont pas les seuls ennemis. Les réfugiés sont leur première cible. Partout en Europe de l'Est, l'opposition aux migrants s'organise au nom de la protection de la patrie et de l'identité nationale. Là encore, l'influence et les intérêts de la Russie entrent en jeu. Ce qui se passe actuellement en Bulgarie illustre bien la situation. La Russie a toujours eu un lien fort traditionnel avec les pays situés entre les Balkans et la côte de la mer Noire. Aujourd'hui encore, les Bulgares sont reconnaissants envers les Russes de les avoir libérés des Ottomans. Ils utilisent l'alphabet cyrillique, sont de confession orthodoxe et se sentent slaves. La ville de Varna, sur les bords de la mer Noire, est surtout connue comme station balnéaire, mais depuis quelque temps, elle est le QG des plus gros groupes paramilitaires du pays. Ici, on se croit reparti en croisade contre l'ennemi musulman dans un combat collectif, à l'instar de l'union paramilitaire pro-russe Vasil Levski. L'objectif de ces exercices de type militaire est clair: sécuriser les frontières du pays et empêcher les réfugiés de passer. Parmi ces combattants, il n'est pas rare de croiser policiers et militaires, mais aussi professeurs et élèves. Le porte-parole de cette unité s'appelle Vladimir Rousseff, mais il répond aussi au doux sobriquet de Kalachnikov. Cet ancien soldat de métier de 57 ans a servi dans les forces armées bulgares. Dans son QG, il révèle que pour lui, la plupart des migrants sont des ennemis de l'Europe qu'il faut repousser à tout prix.
On sait bien que des milliers de combattants de Daesh se font passer pour des réfugiés pour venir en Europe. Au moins 30% des réfugiés sont des combattants de Daesh. 10% d'entre eux sont préparés à commettre des attentats suicides. Les autres, ils viennent en Europe pour profiter des systèmes sociaux. Ils viennent avec une ribambelle de femmes et d'enfants, ce qui contribue à l'effondrement de notre système. Les gardes-frontières paramilitaires sont les fers de lance du mouvement. Les rencontrer nécessite plusieurs jours de négociations et de nombreux rendez-vous clandestins. Pour rappel, nous sommes bien dans un État membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Nous allons rejoindre des troupes engagées dans une chasse à l'homme. Nous voilà à leur côté, à une trentaine de kilomètres de la frontière qui sépare la Bulgarie de la Turquie. Quiconque pénètre dans le pays illégalement est arrêté et mis en joue. Et celui qui ne rebrousse pas chemin de son plein gré se voit livré à la police. Ici, on ne cache pas ses affinités politiques. Les médias officiels essaient de persuader les gens que Poutine est quelqu'un de mauvais. Ils disent « Poutine est agressif, la Russie est agressive ». Mais si on réfléchit un peu et qu'on trouve les bonnes informations sur Internet, on voit que le seul homme à agir, c'est Poutine. Il fait ce qu'il faut en bombardant les positions djihadistes. Tout le monde s'indigne en disant que Poutine largue des bombes sur des hôpitaux. Mais qui fait ça en réalité? Les Américains. Le commandant Rousseff nous confirme qu'il ne s'agit pas uniquement d'une idéologie commune. Certains de ces hommes sont formés par des Russes. Nous envoyons nos équipes en Russie. Elles y apprennent le maniement des armes. C'est vraiment formidable que des mercenaires russes nous entraînent gratuitement. Entre-temps, la patrouille a fait une découverte. Des personnes en route pour l'Europe occidentale sont passées par ici, comme en attestent ces boîtes de conserve et ces bouteilles provenant de Turquie. Leur campement est récent. 1 jour ou 2, maximum. Si l'on en croit les hommes de Rousseff, la vague de réfugiés serait savamment orchestrée. Les réfugiés seraient les simples pions d'une campagne menée contre l'arrogance des nations européennes. Ce serait un produit de l'ennemi juré, l'Amérique, tout comme l'Union européenne. L'Union européenne est un programme de la CIA. Les Américains veulent anéantir tous les pays. Vous voyez bien qu'on ne retire aucun bénéfice de l'Union européenne. On a perdu plus de 30 milliards d'euros depuis qu'on est entré dans l'Union. Ils détruisent notre armée, ils détruisent notre économie, ils détruisent tout. En Bulgarie, des dizaines de milliers de personnes auraient rejoint des milices comme celle-ci, disent les experts. Elles existent aussi en Slovaquie, en République tchèque et en Hongrie. Pour le politologue tchèque Miroslav Mareš, ces groupes sont bel et bien des éléments d'une stratégie russe. Là encore, ce sont des instruments de ce qu'on appelle les guerres hybrides. En cas de guerre entre la Russie et l'Occident, ces unités représentent des 4e ou 5e colonnes potentielles, armées et bien entraînées, présentes dans les pays occidentaux. Les gardes-frontières autoproclamés de la Bulgarie partagent totalement le point de vue des Russes. Ces images diffusées sur Internet datent de l'été dernier. Près de la ville de Burgas, des hommes de la milice agressent plusieurs participants d'une manifestation anti-Poutine. Mais les intérêts de la Russie sont aussi représentés au cœur même de l'Union européenne depuis longtemps. C'est le cas en Allemagne avec l'AfD. En juillet 2016 se tient le congrès des jeunes de l'AfD à Bingen am Rhein.
l'alternative pour l'Allemagne connaît une ascension fulgurante dans le paysage politique du pays. Représentée dans de nombreux parlements régionaux, elle est devenue à certains endroits le deuxième parti allemand et attire de plus en plus de jeunes supporters. Sa campagne électorale tourne inlassablement autour des réfugiés. Dans le discours de l'AfD, ils sont assimilés à une catastrophe naturelle. On voit tous à quel point l'Europe et notre patrie sont submergées. Des millions de jeunes musulmans sans argent et sans formation font route vers l'Europe et l'Allemagne. Mais il n'existe aucun droit à une vie meilleure. Moi non plus, je n'ai pas le droit à une suite royale à Beverly Hills. J'entends d'ici les sempiternels activistes. Aucun être humain n'est illégal. Peut-être, mais les faux demandeurs d'asile et les migrants qui entrent par la petite porte, ça c'est illégal. L'ambiance est grave et le message d'autant plus martial. Je veux dire à ces gauchistes champions du terrorisme intellectuel, à ces partis magouilleurs, que quand nous serons au pouvoir, ce sera le grand nettoyage. Nous rendrons la politique au peuple, et seulement au peuple. Car mes chers amis, nous sommes le peuple. Les amis de Frohnmayer ne sont pas uniquement des délégués de la Ligue du Nord italienne, du Front National ou du FPE, le parti de la liberté autrichien. La star du jour arrive tout droit de Moscou. Nikolai Shliamin, président de la section jeunesse du Front populaire pan-russe, l'ONF ou FPP en français. C'est l'un des grands groupes d'intérêt russes auquel appartient entre autres Russie Unie, le parti au pouvoir, et qui fait appel ici à une coopération avec l'AfD. J'espère que notre collaboration nous aidera à abattre les murs d'incompréhension qui se dressent aujourd'hui entre la Russie et l'Europe, et qu'à l'avenir, nous construirons une maison européenne libre et souveraine. Le jeune russe est présenté à Bingen comme un invité de marque. En effet, il est à la tête des jeunes du Front populaire pan-russe qui regroupe plus de 2000 organisations russes. Le président du Front populaire pan-russe est Poutine en personne. Selon la politique néolibérale, il ne devrait rien y avoir de traditionnel dans la société. L'humanité continue à se développer et chaque individu agit à sa guise. Aujourd'hui, nous voyons hélas que cette politique conduit à l'effondrement culturel de l'Europe. C'est ce que nous pensons en Russie. Si on a ce rapport critique à l'islam, c'est parce que, malheureusement, des éléments musulmans arrivent en Europe, mais ne veulent pas s'intégrer dans la société européenne et ne se montrent pas prêts à accepter notre culture européenne. Sur Internet, nous cherchons à savoir qui est Nikolai Shliamin. Sur sa page, il se targue d'avoir d'éminents contacts. Ici, il est aux côtés de Konstantin Petrichenko, le chef des relations internationales du parti au pouvoir, Russie Unie. Sur une deuxième photo, on voit Petrichenko au milieu, Shliamin tout à gauche, et le président de jeunesse AfD. Pour nous, l'Europe doit s'étendre de Lisbonne à Vladivostok. Elle doit englober un seul espace commun. Pourquoi Vladivostok ? Je vais vous le dire. Parce qu'un Russe est un Européen. Pour les habitants d'Asie du Sud-Est ou du Sud-Ouest, nous sommes Européens. Par conséquent, on peut considérer que l'immense territoire oriental russe n'est asiatique que sur un plan géographique. En termes de culture et de mentalité, c'est déjà l'Europe. Une Europe dont la politique sert aussi les intérêts russes à long terme. Pour le sociologue Karsten Kochmider, c'est ce qui explique l'influence de la Russie sur les extrêmes droites d'Europe. La Russie a tout intérêt à ce que les partis d'extrême droite en Europe se renforcent. D'une part, ils partagent la même idéologie avec un rejet des démocraties libérales. D'autre part, il est dans l'intérêt de la Russie que l'Union européenne soit affaiblie de l'intérieur. En France, une affaire en cours est la parfaite illustration de cette évolution. La banque d'un proche de Poutine aurait alloué un crédit de plusieurs millions d'euros au Front National. C'est une manne bienvenue pour Marine Le Pen, sa présidente, dans sa course à l'Élysée.
son trésorier ne fait aucun mystère de leur soutien financier. J'ai besoin d'argent pour fonctionner et j'ai besoin d'argent pour faire mes campagnes électorales. Et j'en ai tellement besoin que je vous ai raconté tout à l'heure que j'ai été obligé d'aller emprunter à Moscou 10 millions d'euros. Les banques avaient refusé, les unes après les autres, de prêter de l'argent comme l'attestent ces documents. Moscou aurait été le dernier recours du Front National. Selon certaines voix critiques, cet argent serait une récompense pour les prises de position du parti en faveur de la Russie. Nous pensons que la France doit sortir de l'OTAN, par exemple, et ne plus être inféodée sur le plan militaire et sur le plan de la politique étrangère aux États-Unis à travers l'OTAN. Le prochain objectif principal de la Russie, c'est d'affaiblir l'alliance militaire en Occident perçue comme une menace. Parallèlement, les extrêmes droites d'Europe viennent troubler l'influence des États-Unis dans le traité de l'Atlantique Nord. On voit ainsi émerger de toutes nouvelles alliances, comme en Slovaquie, un élève pourtant modèle en matière d'intégration dans le monde occidental. Bratislava à l'été dernier. Les rues piétonnes de la capitale slovaque sont investies par une manifestation singulière. Des groupes de gauche et de droite se mobilisent pour une cause commune et ils veulent se faire entendre. Pour les manifestants, l'alliance militaire occidentale est considérée comme hostile et la Russie comme un modèle politique et culturel. Les chœurs russes attirent de nombreux spectateurs, même si les chanteurs disent ignorer pour qui ils chantent. Le public compte de nombreux adeptes du président Poutine, comme le montrent de nombreux articles de merchandising. L'Association pour l'amitié Slovaquie-Russie est à l'initiative de cette manifestation. Son président n'est pas un inconnu, c'est un ancien Premier ministre du pays et le fondateur du mouvement chrétien-démocrate dont il a été le président pendant 10 ans. Considérons-nous la Russie comme notre ennemi? Voulons-nous lutter contre la Russie? Si les Américains et l'OTAN veulent déclencher la guerre, alors nous les mettons en garde depuis Bratislava. Ils perdront cette guerre et un nouveau procès de Nuremberg les attendra, eux et leurs alliés. La Russie protège les valeurs européennes et élargit la zone de paix. Elle a changé le cours de la guerre en Syrie. L'État islamique, qui assassine les gens devant les caméras, sera probablement bientôt vaincu. Parmi les participants, Josef Rydlička, président du Parti communiste slovaque. Il s'affiche publiquement avec les radicaux de droite. Un front uni contre l'ennemi aux côtés des frères russes. Nous ne voulons pas de base militaire américaine et de base de l'OTAN en Slovaquie ou nulle part en Europe. Nous voulons la paix et s'il le faut, nous serons du côté de la vérité, comme lors de la Seconde Guerre mondiale, celui de la Russie slave. Si les nouveaux occupants de la Slovaquie pensent que la majorité des Slovaques combattra la Russie et nos frères slaves sous le drapeau de l'organisation criminelle de l'OTAN, ils se trompent complètement. Le mépris profond à l'égard de l'Occident s'associe à une vénération pour le président russe et ses plus hauts généraux, à gauche comme à droite. Mon t-shirt avec le président Poutine est tout neuf. Je l'ai acheté en Bulgarie. Je suis ravie de l'avoir. J'en voulais un depuis longtemps, mais je n'en trouvais pas en Slovaquie. Pour moi, le président Poutine mène une très bonne politique. Et surtout, il veut la paix. C'est le plus important. C'est Poutine, mon président. Et le président slovaque n'est pas le mien.
Ainsi, Poutine serait une figure fédératrice pour la paix en Europe, qui unit la droite et la gauche, et même d'anciens défenseurs des droits civiques. Une image de marque politique, made in Moscou. Poutine se bat pour l'Europe, la vraie Europe, contre l'hégémonie américaine, contre l'idéologie libérale totalement irresponsable. Il est le leader naturel de notre continent, mais d'une Europe européenne et non d'une Europe mondialiste. Il est bien plus français que Hollande, bien plus allemand que Merkel, et il se soucie davantage de l'avenir de l'Europe que l'élite politique européenne. À Bratislava, le siège de l'Association pour l'amitié Slovaquie-Russie se trouve dans les bureaux de l'ancien Premier ministre Jan Charnogórski. En Slovaquie, il est connu pour être un dissident du mouvement d'opposition chrétien qui a vaillamment combattu l'occupation soviétique du temps du pacte de Varsovie. Aujourd'hui, il manifeste aux côtés des extrémistes de gauche et de droite contre une intégration à l'Occident et contre l'OTAN. C'est avec fierté qu'il tient à s'exprimer en allemand, une langue qu'il a apprise à l'école et qu'il maîtrise aussi bien que l'anglais et le russe. Les oppositions qui nous divisaient à l'époque de la guerre froide sont derrière nous. On ne va pas se mettre à faire le tri. Tu es communiste, on ne veut pas de toi. Tu es nationaliste, on ne veut pas de toi non plus. On risquerait de ne pas être très nombreux. Ça ne vous dérange pas d'avoir des nationalistes ou des extrémistes de droite dans vos rangs? Non. Enfin, si, c'est un peu dérangeant. Mais pas suffisamment pour empêcher leur participation aux manifestations. Le rejet de l'OTAN devient le ciment qui scelle des camps adversaires. Et la Russie, qui voudrait retrouver la puissance de l'époque soviétique, passe pour une gardienne de la paix et de la sécurité internationale. La Russie de Poutine est la meilleure gardienne des valeurs traditionnelles européennes. Elle ne défend pas uniquement les valeurs russes sur l'échiquier mondial, mais aussi celles de la chrétienté. Elle est également garante de la sécurité en Europe, notamment face aux problèmes migratoires. Qui est censé protéger l'Europe? Les États-Unis? Certainement pas. C'est la Russie qui nous aidera. C'est l'avenir de l'Europe qui est capital à nos yeux. Et ceux qui nous intéressent sont les forces qui refusent l'ultralibéralisme, l'américanisation de nos pays, la société LGBT, qui a perdu tous ses repères et toutes les valeurs morales et chrétiennes. La vision poutinienne de l'Europe et l'extrême droite s'entendent parfaitement dans leur lutte contre les valeurs libérales. Le libre épanouissement personnel, comme celui des homosexuels, s'appelle ici la décadence. Et la lutte contre de telles libertés individuelles est élevée au rang de combat politique d'avant-garde. Retour en Slovaquie, où l'extrême droite manifeste bruyamment contre les aspirations des homosexuels. Chaque année à Bratislava, la Gay Pride donne lieu à une contre-manifestation anti-homosexuelle. Des partisans d'extrême droite affluent de tout le pays, en particulier des membres du Parti populaire extrémiste Notre Slovaquie. Le lobby gay prétend que c'est normal, ce truc répugnant que font deux hommes. Mais ça vient de l'Ouest. L'Union européenne nous impose le libéralisme et nous oblige à être tolérants vis-à-vis de ces gens et de leurs excès. Non, c'est notre droit de penser à nos propres intérêts, notre propre nation et nos propres traditions. Il devrait se faire soigner. À mon avis, c'est une maladie.
Ils peuvent se sodomiser dans une cave ou dans un appartement, mais pas en public. Ils commencent par revendiquer des droits et maintenant ils veulent pouvoir adopter des enfants. Ça va trop loin. Je pense que c'est une maladie. En ce qui concerne l'homosexualité et les prétendues perversions, les coupables sont tous trouvés. Elles ont été encouragées par les forces libérales qui règnent dans l'Union européenne. Sur ce point, la plupart des manifestants sont d'accord. Si quelqu'un vous demande pourquoi nous manifestons contre les pervers et homosexuels, dites-lui que nous avons lancé une pétition pour sortir de l'Union. Laissez-moi vous dire que cette manifestation de pervers se déroule sous l'égide de l'Union européenne. Le temps presse, mes amis. L'Europe disparaît peu à peu, sa population s'éteint. Il est temps que la Slovaquie quitte l'Union européenne, cette communauté satanique. Sur Internet, on constate que le parti Notre Slovaquie collecte bien des signatures contre le maintien du pays dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Le rejet des valeurs libérales alimente le rejet des alliances occidentales et vice-versa. Et l'ennemi juré, c'est toujours les États-Unis. Depuis longtemps, la manifestation à Bratislava n'est plus seulement une critique de l'homosexualité et du libéralisme. C'est désormais une déclaration de guerre à l'Union européenne, à l'OTAN, aux valeurs occidentales, à la politique menée vis-à-vis des réfugiés. Le parti Notre Slovaquie a déjà remporté la présidence d'une région. Preuve s'il en est que de plus en plus de personnes se détachent des valeurs occidentales, en particulier dans les pays de l'Est de l'Union européenne. Nous voulons sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est une organisation criminelle. On s'étonne du nombre de migrants qui sont en train d'arriver ici, mais c'est clairement à cause de la politique de l'Amérique et de l'OTAN. Ils ont détruit des nations entières. L'Irak, l'Iran, la Libye. Ils ont tout liquidé. On est venu collecter des signatures pour la pétition pour la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est pour ça qu'on est là. La Russie va jouer un rôle très important. Pour moi, elle est la seule capable d'assurer la paix. L'admiration pour Poutine est manifeste. Et aujourd'hui, on ne verrait plus des images comme celle-ci à Moscou. Le gouvernement russe a pris un virage antilibéral. Les manifestations homosexuelles sont désormais passibles d'une peine pour menace à la morale et aux mœurs orthodoxes. Le marketing de la politique russe trouve ici sa plus belle illustration. Les sujets de discorde, qui divisent aussi les pays occidentaux, sont présentés comme la pierre d'achoppement des démocraties libérales. Si quelqu'un pense qu'en Europe, le libéralisme est synonyme de liberté d'opinion ou d'expression, il se trompe. Le mot en lui-même implique un certain champ libre à la dépravation. Une telle idéologie ne peut pas être celle d'un État. L'idéologie d'un État doit être liée à sa mission, à l'avenir des enfants et du peuple, à la culture. Le mot libéralisme n'a aucun sens. Cette politique ne fait qu'encourager les gens à céder à leurs vices. Une question cruciale demeure. S'agit-il d'une concordance fortuite ou d'une stratégie délibérée? L'Institut allemand de politique étrangère évoque une tactique finement élaborée que la Russie aurait empruntée à l'Occident. Il s'agit d'une stratégie de défense. Le seul moyen qu'a le pouvoir russe de surmonter sa propre vulnérabilité stratégique, c'est d'affaiblir les autres systèmes. On a constaté que les médias ou les partis populistes étaient des éléments que l'Occident avait précisément utilisés dans le but de s'assurer une influence dans l'évolution des pays post-soviétiques, mais aussi pour instaurer la démocratie et des sociétés libres.
Aujourd'hui, ces éléments sont détournés et instrumentalisés afin d'affaiblir les sociétés libres et démocratiques. Retour en Allemagne. Une question majeure concernant la Russie pourrait refaire surface. À Sonneberg, en Thuringe, au printemps dernier, les habitants manifestent contre l'AfD. L'Alternative pour l'Allemagne organise ce qu'elle appelle un dialogue citoyen. Le chef du parti pour la région de Thuringe, Björn Höcke, est accueilli comme une star. Höcke est apprécié pour ses thèses nationalistes populistes. La Russie peut aussi compter sur l'AfD quand le parti aborde le sujet des sanctions économiques occidentales. Je me réjouis tout particulièrement de pouvoir saluer la télévision nationale russe. Je tiens à remercier le peuple russe pour 1989. Je tiens à remercier Mikhaïl Gorbatchev. Sans son action, la réunification de l'Allemagne n'aurait pas eu lieu. Merci à la Russie. Et je le dis avec fermeté, les sanctions à l'égard de la Russie ne sont pas dans l'intérêt de l'Allemagne, mes chers amis. Lever des sanctions contre la Russie, non à l'Union européenne, non à l'orientation de l'OTAN. Ici, on défend les intérêts de la Russie à l'étranger et la salle applaudit. Notre politique étrangère doit aussi prendre une nouvelle orientation. Otto von Bismarck, ce bon vieux chancelier du Reich, disait « Si la Prusse, nous pouvons assimiler la Prusse à l'Allemagne, et la Russie avaient fait partie d'une même alliance, les deux pays et l'Europe iraient bien. » Ce rapprochement n'est pas unilatéral. Il donne à Höcke et à l'AfD plus de poids et de résonance à l'étranger. Des chaînes d'information internationales comme Russia Today cherchent à faire de la propagande pro-russe en se faisant passer pour des chaînes d'information normales. Et leur stratégie est de dire « nous soutenons, nous encourageons ou nous flattons les partis d'extrême droite ». C'est bien moins coûteux qu'un investissement militaire. La stratégie est la même. On sait qu'on est inférieur sur les plans technologiques et militaires et qu'on ne fait pas le poids économiquement parlant. On compte sur une méthode douce qui se sert des médias, qui est ciblée et qui ne coûte pas cher. Elle est coordonnée avec l'état-major et elle est de plus en plus sophistiquée. L'AfD voit aussi en Moscou un partenaire à long terme. Nous rencontrons à nouveau Nikolai Shliamin du Front populaire pan-russe que nous avions interviewé lors du rassemblement des jeunes de l'AfD. Il est devenu plus méfiant. Il tient à enregistrer lui-même la totalité de l'interview et se lance ensuite dans l'éloge de la jeune garde de l'AfD. Ce sont des personnes plutôt actives qui, pour nous, ne sont pas vraiment extrémistes. Pour la Russie, c'est un parti conservateur classique. Ce qui nous plaît, c'est que ce parti donne la priorité aux intérêts de l'Allemagne. Et une coopération étroite avec la Russie, c'est dans l'intérêt de l'Allemagne, aussi bien sur le plan économique que politique. Pour nous, l'axe Moscou-Berlin est l'une des voies à suivre. L'axe Berlin-Moscou fait encore rêver. Le vieux fantasme d'une Eurasie puissante serait l'antithèse des États-Unis et de la politiconie d'ancrage à l'Ouest. Pour les stratèges russes, la coopération avec les extrêmes droites d'Europe signe le début d'une alliance qui leur permettrait de marcher vers un avenir commun.
Ce qui les caractérise, c'est leur refus de l'ultralibéralisme, de l'immigration de masse et de l'OTAN qui est en train d'achever l'Europe. Ce sont donc des alliés naturels. Peut-être pas tout de suite, mais ces partis et mouvements politiques sont une promesse pour l'avenir. Nous devons donc faire plus que de les soutenir. Nous devons être en contact avec eux et établir les fondements d'une relation et d'une coopération future entre la Russie et l'Europe. L'avenir de l'Europe semble être à la croisée des chemins. Un chemin libéral, pluraliste et multiculturel, ou conservateurs, chrétiens orthodoxes, nationalistes et identitaires. Cette problématique qui divise les sociétés en Europe de l'Ouest donne enfin à Moscou une occasion en or pour détruire les puissances occidentales. Ces partis pourraient jouer le rôle de cinquième colonne. Par exemple, on pourrait faire appel à eux pour leur capacité d'espionnage ou pour leur maîtrise des systèmes de sécurité dans ces pays. L'éventail des menaces est très large. Grâce à la bienveillance du Kremlin, l'extrême droite connaît une revalorisation politique considérable. D'autre part, les populistes de droite affaiblissent la cohésion entre l'Union européenne et l'OTAN. La nouvelle alliance va donc bien au-delà d'une entente tactique. L'extrême droite prend une place de plus en plus importante sur les échiquiers politiques nationaux et fait ainsi peser une menace grandissante sur les sociétés libérales occidentales. Soudain, la politique extérieure de Vladimir Poutine est à nos portes.